neuropsychologie, elle est basée sur trois types de données qui se classent historiquement en trois périodes. La première période, la plus ancienne, qu'on appelle la période anatomoclinique, il se trouve qu'elle a fourni beaucoup de données à ce qui va être la suite de mon propos, c'est pour ça que je vais insister un petit peu là-dessus. Comme dans d'autres domaines, comme par exemple le langage, vous savez que c'est sur ces données du début, de la fin du 19e siècle, en fait, que sont basées presque toutes nos connaissances sur les liens entre le langage et le cerveau. Vous verrez que pour l'écriture, c'est un peu la même chose. On a des très vieilles informations qui, finalement, sont restées presque d'actualité, voire même qui ont revécu récemment grâce à certains travaux tout récents. Donc, je vais être amené à vous parler de cette méthode anatomoclinique qui se pratiquait à la fin du 19e siècle, qui consistait à couper les cerveaux de cadavres, pour essayer de voir de quoi souffrait la personne et pourquoi elle n'arrivait pas à lire, à parler ou à écrire. Donc, ça paraît grossier comme méthode, mais ça a apporté beaucoup d'informations, vous allez voir. Après, il y a une deuxième période, au milieu du XXe siècle, vers les années 70 par là, qu'on va appeler l'approche cognitiviste, qui a consisté non plus à essayer de comprendre où étaient les fonctions dans le cerveau, mais plutôt comment sont organisées les fonctions entre elles et à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc on va en fait faire des petites cases qu'on appelle des boîtes et essayer de comprendre les liens entre ces boîtes, entre ces processus. D'où le terme de box and arrows, qui est la définition même de cette approche, des boîtes et des flèches, qui va définir des processus. Et on va étudier ça sans se demander à quel endroit du cerveau ça se passe. Mais comme j'ai intitulé mon propos « Cerveau et écriture », je vais peu vous parler de cette approche-là, bien qu'elle ait amené beaucoup, et beaucoup d'entre vous le savent, dans la compréhension des troubles de l'écriture, et en particulier après des lésions cérébrales, mais pas seulement, même chez l'enfant. Et puis une dernière période qui est celle de l'imagerie fonctionnelle, qui est la période actuelle, si vous voulez, qui remonte aux années 1990, où on a commencé à mettre dans des machines des personnes qui n'étaient plus des patients ou des malades du cerveau, mais des personnes normales, comme vous et moi, qui étaient des volontaires, qu'on appelle volontaires sains, qui se mettaient dans la machine et qui vont réaliser des tâches qu'on leur demande, qui vont nous permettre de voir online comment fonctionne leur cerveau. Et ça a apporté pas mal de rectification, mais aussi de confirmation sur ce que l'on savait depuis plus d'un siècle, sur ces différentes fonctions, et en particulier sur l'écriture, vous le verrez. Alors, l'approche anatomoclinique, donc un peu d'historique, si vous voulez, remonte en fait à Broca. Et Broca lui-même, en 1861, avait décrit le fait que son patient, fameux patient qui avait perdu le langage après une lésion de l'hémisphère gauche, d'où la connaissance ultérieure sur les liens entre l'hémisphère gauche et le langage, tout remonte à là. Ce patient avait aussi des troubles de l'écriture, en plus du fait de ne pas pouvoir parler. Donc c'était cité, sans pour cela donner lieu à des commentaires particuliers. Ensuite, un certain Hogel, qui a parlé d'agraphie sans aphasie, donc qui pour la première fois a décrit des patients qui, à la suite d'une lésion cérébrale, sans avoir perdu le langage, avaient perdu spécifiquement l'écriture. Mais, on va y revenir dans la diapositive suivante, c'est Exner qui est celui qui a vraiment laissé son nom à cette idée qu'on pouvait perdre spécifiquement la capacité d'écriture, c'est ce qu'on appelle une agraphie. Alors qu'est-ce qu'il avait fait, Exner? Il avait étudié, comme on faisait à l'époque, des patients qu'il avait analysés de leur vivant et dont il avait analysé ensuite, après leur décès, le cerveau. Et il avait fait une sorte d'atlas des différentes fonctions qui avaient été perdues et des localisations cérébrales qui avaient causé cette perte. Et parmi il y avait 160 patients, je crois. Parmi ces 160 patients, il y en avait 4 qui avaient perdu spécifiquement l'écriture. Et donc il les a analysés de façon séparée du reste, parce qu'il a fait un gros bouquin où il y avait tout, et juste un petit chapitre de 2 pages était consacré à ces 4 patients qui avaient les troubles de l'écriture. Et il se trouve qu'il y a une petite région du lobe frontal gauche
qui est située juste au-dessus de l'aire de Broca, l'aire qui est détruite quand on devient aphasique, qui depuis est appelée aire d'Exner. Ça date de 1888, et on utilise encore le terme d'aire d'Exner, sauf que, on va voir, ça a été vraiment contesté. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que comme l'aire de Broca est une zone prémotrice, juste en avant du cortex moteur, et qui est située juste en avant de la partie du cortex moteur qui contrôle les mouvements bucco-phonatoires, il était logique, quelque part, de regarder un peu au-dessus, en regard de la zone qui contrôle la main droite. C'est ça l'intuition d'Exner. C'était que sa zone d'Exner, elle est juste au-dessus de l'aire de Broca. Or, l'aire de Broca, elle est en avant des aires motrices bucco-faciale, et l'aire d'Exner, elle est juste en avant de l'aire motrice de la main. Ça paraissait même une analogie excessive et caricaturale pour certains. C'est pour ça que ça a été tellement contesté après, la notion d'aire d'Exner. Et c'est trop facile, quoi. L'aire de Broca, on ne parle pas, et la lésion est juste devant la partie motrice de la bouche. Alors on va dire l'aire d'Exner, mais c'est juste au-dessus, puisqu'on sait que l'aire de la main est au-dessus de l'aire de la bouche. Et pourtant, c'est vrai. Or, tout laisse penser que c'est dans l'hémisphère gauche que se fait le contrôle moteur de la main droite, et donc le geste d'écriture est programmé dans l'hémisphère gauche. Et si on admet qu'on a besoin, finalement, du passage d'informations entre les deux hémisphères pour pouvoir écrire de la main gauche, qui n'est pas chez un droitier, hein, évidemment c'est pas naturel d'écrire de la main gauche, on arrive à peu près, hein, mais ces patients-là n'arrivent pas du tout, ils ne font même pas une lettre de la main gauche. Ça nous prouve que c'est bien dans l'hémisphère gauche que se situe le centre qui contrôle l'écriture, et lorsqu'on doit écrire de la main gauche, même maladroitement, on utilise les fibres du corps calleux pour transférer l'information dans l'autre hémisphère, qui lui contrôle la main gauche. C'est ce qui est représenté ici. Et voilà par exemple un patient qu'on avait il y a de nombreuses années rencontré et analysé, qui, lorsqu'on lui demandait on lui dictait des mots de la main droite, hein, il devait écrire des mots de la main droite, il arrivait de façon assez simple et lisible. Par contre, de la main gauche, non seulement les lettres étaient mal formées, ce qui est possible quand on est très droitier, mais le contenu même des lettres n'est plus reconnaissable à certains moments. Donc c'est ce qu'on appelle une agraphie apraxique de la main gauche, qui est voilà cet élément qui nous prouve la différence des deux hémisphères en matière de contrôle de l'écriture. En revanche, ce patient-là pouvait encore taper à la machine, donc la dactylographie était épargnée, alors que d'autres patients, comme celui-ci qui était décrit un peu plus tôt par Geschwin et Kaplan, non seulement ne peuvent pas écrire de la main gauche alors qu'ils peuvent écrire de la main droite, vous voyez bien la différence, toujours après une lésion du corps calleux, mais en plus avaient une dactylographie altérée. On dit que la graphie ici est de type aphasique, et la lésion sur le corps calleux pourrait siéger à des endroits différents, mais les cas ne sont pas assez nombreux pour qu'on puisse être vraiment clair. Alors, juste pour compléter, pour être complet, hein, lorsqu'on a une agraphie de la main gauche, par lésion du corps calleux, on a aussi une apraxie constructive de la main droite. Pourquoi? Parce que l'hémisphère droit est dominant pour tout ce qui est représentation spatiale, hein, et en particulier tridimensionnelle. Et lorsqu'on doit reproduire un dessin, on sait que c'est notre hémisphère droit qui nous permet de le faire, même avec la main droite. Ici, cette personne pouvait de la main gauche, ce qui prouve bien qu'il n'était pas si maladroit de la main gauche, hein, au point de ne pas pouvoir écrire. C'est le même qui écrivait pas de la main gauche, qui dessinait beaucoup mieux, faisait beaucoup mieux le dessin de la main gauche que de la main droite. C'est la même explication, puisque comme le langage est dans la main gauche, pouvoir écrire de la main gauche, ça leur est pas possible. Le spatial est dans l'hémisphère droit. Écrire, dessiner dans l'espace de l'hémisphère droit, c'est pas possible non plus. Vous voyez, on a vraiment la preuve là qu'il y a une répartition des fonctions entre les deux hémisphères, vraiment de façon franche. C'est pour ça que je vous montre ce cas, c'est rarissime, hein,
les cas de lésions du corps calleux, mais elles sont très explicites, très révélatrices.